Un bruit de verre brisé. C'est c'est un son que personne n'aime entendre. La première pensée, c'est souvent la panique. Et puis juste après, on se dit ouf, l'assurance va couvrir ça. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents sur l'assurance bris de glace en Suisse. Ça paraît anodin comme sujet, mais en réalité, c'est un vrai labyrinthe de clauses, d'exclusions, de procédures. Notre mission, essayer de tracer une carte claire pour comprendre qui paie, pourquoi et surtout comment ne pas se tromper le jour où ça arrive. C'est exactement ça. Et si on devait extraire une seule idée, vraiment une seule, de toutes ces sources, avant même de commencer, ce serait celle-ci. La couverture pour un bris de glace est très courante, oui, mais elle n'est jamais automatique. Ah, ça c'est une nuance fondamentale. C'est ça. Tout dépend du contrat, des options qu'on a souscrites, des circonstances précises. C'est pour ça que la règle d'or, qui est martelée partout, c'est toujours contacter son assureur avant d'engager la moindre réparation. Un petit réflexe qui peut éviter d'énormes maux de tête. Exactement. D'accord. Alors commençons par le début. Le verre est par terre. La première question c'est j'appelle qui? Les sources sont très claires là-dessus, elles distinguent deux acteurs principaux. Oui, et c'est la distinction clé pour s'orienter. D'un côté, on a l'assurance ménage, qu'on appelle aussi parfois assurance inventaire du ménage, D'accord. et de l'autre, l'assurance bâtiment. Leurs domaines sont vraiment séparés. L'assurance ménage, comme son nom l'indique, elle couvre les objets qui font partie de l'inventaire, donc ce qui est mobile et se trouve à l'intérieur du logement. Et c'est là que les sources révèlent des choses assez surprenantes. Des objets auxquels, franchement, on ne penserait pas. On ne parle pas juste du miroir de l'entrée. Non, pas du tout. Les documents citent par exemple les parois de douche en verre, Oui, les plaques de cuisson en vitre céramique et même les tables basses ou les vitrines. En gros, tout ce qui est en raie et qu'on pourrait prendre avec nous si on déménageait. précisément. L'autre territoire, c'est celui de l'assurance bâtiment. Elle concerne les propriétaires. Elle couvre les parties fixes intégrées à la structure de l'immeuble. Donc là, on parle des fenêtres. Voilà, les fenêtres, les porte-fenêtres, les vérandas, les grands vitrages isolants, tout ce qui fait partie de l'enveloppe du bâtiment. Et un détail important que soulignent les sources, cette assurance bâtiment est même obligatoire dans le nombreux cantons suisses. Ah oui, quand même. Oui, ça montre bien qu'on touche à la protection du patrimoine immobilier. Et en lisant ça, il y a un détail qui m'a vraiment interpellé. Pour l'assurance ménage, cette fameuse garantie bris de glace, elle n'est pas toujours dans le pack de base. Non, Les sources insistent lourdement là-dessus. C'est souvent une option. Donc, ce que vous disiez sur le côté jamais automatique, c'est fondamental. Ça veut dire que la responsabilité nous incombe à nous, les assurés, au moment de signer. c'est un point de vigilance crucial. On ne peut pas juste prendre la formule la moins chère et penser être couvert pour tout. Ouais, ça change tout. Le monde de l'assurance, c'est modulaire. Le contrat de base, c'est un socle, et les garanties comme le bris de glace viennent ajouter des étages de protection. Ignorer ça, c'est s'exposer à une très mauvaise surprise le jour du sinistre. On pense être protégé, et en fait, on découvre qu'on n'a pas coché la bonne case. Voilà. La première étape, c'est donc toujours de relire son contrat, à tête reposée. D'accord, on a la carte du territoire avec ces deux assurances, mais maintenant il faut comprendre les règles du jeu. Parce qu'une fois qu'on frappe à la bonne porte, l'assureur ne va pas dire « oui à tout ». Ah non, Il va sortir sa loupe pour examiner le type de dommage. C'est la deuxième étape de notre analyse. tout à fait. Et les documents structurent ça très bien en deux catégories, ce qui est généralement couvert et ce qui est systématiquement exclu. Dans la première catégorie, le cas classique, c'est le brise accidentel. Le ballon dans la fenêtre. Le ballon dans la fenêtre, un objet qui tombe sur la plaque de cuisson, un coup de coude maladroit, bref, l'aléa. L'événement soudain et imprévu. Les sources incluent aussi là-dedans les actes de malveillance, une tentative d'effraction, du vandalisme. On y trouve aussi les intempéries. La grêle, une tempête. Mais là, il y a une petite astérisque dans les textes, c'est ça? Oui, et elle est de taille. La couverture pour les dégâts de grêle ou de tempête, ça dépend souvent d'une garantie spécifique, celle des événements naturels. Ah. Et elle n'est pas toujours automatiquement liée à la garantie bris de glace. C'est un troisième niveau de vérification à faire dans son contrat. D'accord. Maintenant, parlons de ce qui fâche Sam, les exclusions. Qu'est-ce que l'assurance ne couvrira jamais d'après les sources? Alors, la liste est très éclairante. D'abord, l'usure normale. Une vitre qui se fissure avec le temps, ce n'est pas pris en charge. Logique. Ensuite, et c'est aussi logique, les dommages causés intentionnellement. On ne peut pas casser sa vieille fenêtre pour en avoir une neuve. Aux frais de la collectivité, non. C'est ça. Je lis un autre point qui me surprend, les défauts de fabrication. J'aurais pensé que mon assurance me couvrirait et se retourner ensuite contre le fabricant, mais non. C'est donc à moi de prouver que la vitre était défectueuse au départ.
Ça a l'air d'être un parcours du combattant. C'est une exclusion classique. L'assurance couvre les risques accidentels, pas les défauts du produit. Là, c'est la garantie du fabricant ou du vendeur qui joue. Une procédure bien plus complexe, en effet. Mais la dernière exclusion est peut-être la plus subtile. Et la plus importante? Oui, les dégâts qui résultent d'un manque d'entretien ou d'une installation non conforme. Attendez. Manque d'entretien. Ça me paraît un peu flou. Ça veut dire quoi, concrètement? Si je ne refais pas les joints de ma fenêtre tous les 5 ans, et qu'elle casse à cause d'une infiltration, on peut me refuser la couverture? Ça semble un peu dur, non? C'est là que ça devient délicat. Où est-ce que l'assureur place la limite entre l'usure normale et la négligence? La logique de l'assureur, c'est qu'il assure un aléa, pas une dégradation prévisible. Si un expert constate que les joints étaient, disons, complètement pourris depuis des années, que le cadre n'a jamais été traité et que le bris est la conséquence directe de ça, Là, l'assurance peut refuser. elle peut, oui. Elle ne couvre pas le risque qui a été créé ou aggravé par l'assuré. Ça déplace une partie de la responsabilité sur nous. Notre contrat nous oblige, en quelque sorte, à maintenir nos biens en bon état. C'est une nuance capitale. On passe d'un rôle passif à un rôle beaucoup plus actif. Abordons maintenant un autre aspect très concret qui peut changer la donne, l'argent. Les sources parlent de la franchise. Et là, on entre dans la stratégie pure. On quitte les principes pour entrer dans le calcul. La franchise, c'est la somme qui reste à notre charge en cas de sinistre. Ça peut être un montant fixe, disons 200 ou 300 francs, ou un pourcentage du coût. Et presque tous les contrats en ont une. Tous, oui. Et son montant est un élément central. Donc en gros, la franchise, ce n'est pas juste une somme à payer, c'est un seuil de décision. C'est presque un outil pour nous forcer à nous demander « Est-ce que ça vaut vraiment le coup de déranger mon assureur pour ce petit bobo ?» C'est exactement ça. C'est une analyse coût-bénéfice. D'accord. Le conseil qui ressort de tous les documents, c'est avant même de prendre son téléphone, il faut avoir une idée du coût de la réparation et le comparer à sa franchise. Prenons un exemple. Votre franchise est de 300 francs. Une petite vitre sur une porte intérieure se casse. Le devis du vitrier est de 250 francs. Là, c'est inutile de déclarer le sinistre. Comme le coût est inférieur à la franchise, l'assurance ne versera pas un centime. On pète sa poche et on n'en parle plus. Précisément. Et non seulement l'assurance ne perd à rien, mais si vous déclarez quand même le sinistre, il sera enregistré dans votre dossier. Ah oui, c'est vrai. Et une accumulation de petits sinistres, même non remboursés, ça peut être mal vu par l'assureur. Qui pourrait augmenter la prime ou même résilier. Voilà. La franchise, c'est un filtre, un outil de responsabilisation. Il faut connaître le montant de sa franchise par cœur. C'est aussi important que sa prime. Et être bien informé, ça s'applique aussi au moment de la crise. Le verre est par terre, il y a un trou dans la fenêtre, la panique monte. Concrètement, quel est le tout premier geste à faire pour ne pas commettre d'erreur? Les sources décrivent un plan d'action très précis. Oui, et l'ordre des étapes est absolument crucial. La toute première chose, avant même de penser à son contrat, c'est de sécuriser les lieux. La sécurité d'abord. Toujours. Les sources insistent là-dessus. Il faut ramasser les gros morceaux, passer l'aspirateur, mettre un périmètre de sécurité s'il y a des enfants ou des animaux. Et si c'est une fenêtre qui donne dehors, il faut protéger l'ouverture. Une fois la zone sécurisée, on passe à l'étape police scientifique. On sort son téléphone et on devient photographe. C'est une excellente image. Il faut documenter les dégâts sous tous les angles. Des photos larges pour le contexte, des photos serrées pour le point d'impact. Ces images, ce sera la preuve principale pour le dossier. Sans ça, notre parole ne pèse pas lourd. D'accord. Zone sécurisée, preuves collectées. Étape 3, j'imagine, c'est enfin appeler l'assurance. Exactement. Et le plus vite possible. La plupart des contrats imposent un délai de déclaration, il ne faut pas attendre. On appelle, on explique, on envoie les photos. Et c'est là qu'on arrive à la 4e et dernière étape. La plus contre-intuitive, mais la plus importante. Le moment où il faut prendre sur soi et ne rien faire. C'est ça, le point névralgique, attendre. L'accord formel de l'assurance avant de lancer les réparations définitives. Les documents sont unanimes et très stricts. On peut et on doit prendre des mesures d'urgence, clouer une planche, mettre un plastique. Ça, c'est encouragé. Mais appeler un vitrier pour qu'il remplace la fenêtre? Jamais sans le feu vert de l'assureur. L'avertissement est sans appel. Lancer les réparations sans approbation, c'est risquer un refus de remboursement. C'est l'erreur qui peut coûter des milliers de francs. J'imagine le scénario. On est pressé, on fait tout réparer, on envoie la facture de 1500 francs et on reçoit une lettre qui dit «
Désolé, procédure non respectée, on ne paie rien. Terrible. C'est un scénario malheureusement fréquent. Il faut comprendre la logique de l'assureur. Il peut vouloir envoyer son propre expert, il peut aussi avoir un réseau d'entreprises partenaires avec des tarifs négociés. En agissant seul, on court-circuite tout ça. Complètement. C'est pour ça que des entreprises, comme celle qui est citée dans les sources, se spécialisent dans l'accompagnement. Elles font le lien entre la personne et l'assureur pour s'assurer que tout est respecté. C'est une bonne conclusion pour cette partie pratique. Si on devait résumer notre exploration en quelques points cardinaux. Premièrement, la couverture n'est jamais acquise, c'est souvent une option. Deuxièmement, bien identifier si c'est l'assurance ménage ou bâtiment. Troisièmement, lire attentivement les exclusions. Le manque d'entretien, ça peut tout annuler. Et connaître le montant de sa franchise pour savoir s'il faut ou non déclencher la procédure. Et enfin, le plus important, en cas de sinistre, suivre le protocole à la lettre. Sécuriser, documenter, notifier et surtout. La règle d'or, attendre l'accord avant toute réparation définitive. Tout à fait. Exactement. En reliant tous ces points, on voit que ce ne sont pas des règles arbitraires. C'est un cadre pour établir une relation de confiance et de prévisibilité. Chacun a ses responsabilités, mais ça soulève une question qui va au-delà de la simple gestion de crise. Je vous écoute. Les sources se concentrent beaucoup sur la réaction après le bris de glace. Mais elles mentionnent très clairement que les dommages dus au manque d'entretien ou à une mauvaise installation ne sont pas couverts. Hmm. Ça nous amène à une question plus large sur la prévention. Étant donné cette exclusion, quelle est finalement notre part de responsabilité dans l'entretien régulier des vitrages? On pense au joint d'une fenêtre, à la fixation d'une paroi de douche. Est-ce qu'on ne devrait pas considérer ces petites vérifications non pas comme une corvée, mais comme une partie intégrante de notre contrat d'assurance? Une manière d'éviter en amont des problèmes que l'assurance, elle, ne résoudra pas. C'est une réflexion sur le rôle proactif qu'on peut jouer.